Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. On dit d'elle qu'elle est discrète et volontaire, talentueuse aussi, bien sûr. Ramatu Ouédraogo n'a que 21 ans, mais déjà un palmarès fourni. 2 titres de championne de France, minimes, cadet, des sélections en Coupe des Nations et même une sélection en championnat d'Europe, jeune cavalier. La vie de Ramatu est singulière, mais elle lui a offert 2 cadeaux. Une arrivée en France comme une seconde chance et une passion. Cette année, elle quitte le cocon douillet des circuits jeunes cavaliers et fait son entrée dans la catégorie senior. Il va falloir faire ses armes face aux meilleurs, trouver une place, construire un système et continuer de tracer le chemin d'une carrière professionnelle. Pour relever le défi, Ramatu s'est installée en Normandie. C'est en terre normande que la jeune cavalière compte bien créer une organisation capable de la mener au bout de ses ambitions et vous allez le découvrir, elles ne sont pas petites. Cet épisode, nous l'avons enregistré grâce au soutien de la marque sponsor qui accompagne et suit Ramatu dans son ascension sportive depuis de nombreuses années, Dada Sport. À propos de Dada, quelques petites choses à vous dire. Déjà, que vous pourrez retrouver toute la collection Dada sur leur stand à Fontainebleau dès lundi. Comme chaque saison, la nouvelle collection est folle. Je n'ai jamais porté un pantalon aussi confortable pour monter que mon Giovanni. Mais ma garde-robe Dada ne s'arrête pas à Giovanni. Je porte leur haut technique à cheval ou à la salle, leur suite, au bureau ou aux écuries et ma doudoune Kumano à peu près 7 jours sur 7 en hiver. Bref, je ne regrette jamais de passer une commande Dada. Parce que l'équitation est un art qui appelle la sensibilité, la délicatesse et la patience, Dada Sport va au-delà de la technicité de ses tissus et du confort de ses créations. Penser des lignes au design moderne et intemporel, maîtriser la qualité, l'exclusivité des matières et rehausser chaque pièce de détail, voilà ce qui forge la singularité de Dada Sport. D'année en année, Dada a su poursuivre son chemin, se réinventer, proposer des collections où outerwear et activewear convergent pour incarner ces femmes libres et authentiques qui cherchent à se surpasser tout en gardant une allure singulière. Voilà, c'était ma petite déclaration d'amour pour Dada Sport et j'en profite pour remercier l'équipe de s'associer, encore une fois à notre média, avec ce nouvel épisode. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast, mais aussi à convaincre de nouvelles personnalités de venir livrer leur histoire à notre micro. Il y a quelques jours, on vous a demandé qui était d'après vous le GOAT, the greatest of all times, du saut d'obstacle à l'échelle internationale. Vous avez été très nombreux à répondre à notre story et parmi toute la liste des cavaliers que vous avez cités, certains n'ont pas encore raconté leur histoire. Allez, je lance un nom au hasard comme ça. Pourquoi pas Marcus Henning. Donc on compte sur vous pour nous aider à faire rayonner Hymen Equestrian. Très belle écoute à tous. Bonjour Ramatu. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver ici sous le soleil de Floride et surtout sous les palmiers de Wellington. C'était pas forcément le plus logique de faire cette interview ici, alors qu'on est toutes les deux en France et qu'on aurait pu la faire en France. Mais bon, nos agendas se sont coordonnés. C'est ça. Et on avait dit qu'on ferait cette interview il y a déjà un petit moment déjà, donc c'est le moment. Je vais revenir rapidement sur ton parcours, Ramatu, ton parcours de cavalière. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'ai envie que toi, tu nous racontes un peu ton histoire. Donc, tu es née en 2002 au Burkina Faso. Tu as été adoptée en France et tu as rejoint une famille recomposée de 7 enfants. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Oui.
Tu as commencé à monter à cheval, on y reviendra, et à faire de la compétition avec Lord Carnot, qui était un cheval de la famille. Oui. Et ensuite, grâce à Alexandrine Eckart, tu as récupéré Au Galop, l'ancien cheval d'Adeline Eckart. C'est ça, et de Michel aussi. Et de Michel. Et avec lui, tu as été championne de France minime en 2015 et cadet en 2017. Oui. La même année, Consul a rejoint tes écuries grâce à un partenariat trouvé avec le groupe France Élevage. Oui, tout à fait. Ça aussi, on y reviendra, et qui t'a permis de gérer ta carrière sportive, de la commencer surtout. En août 2020, tu as contribué à la victoire tricolore dans la Coupe des Nations juniors du CSIO de Fontainebleau, en selle donc sur Up to You, GFE. L'ancien cheval de tête de Thomas Rousseau et propriété du groupe France Élevage, encore une fois. Et depuis, à 23 ans seulement, tu as représenté à plusieurs reprises la France dans des Coupes des Nations jeunes et tu as participé à 2 championnats d'Europe, en 2021 à Villamoura et en 2023 à Gorla-Mineur, avec cette fois Excalibur de la Tour Vidal GFE. C'est ça, tout à fait. Donc voilà un peu pour les grands titres de ton palmarès. Est-ce que, avant de commencer, avant de parler de ta carrière sportive, on voudrait parler de toi, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as rencontré le cheval et à quel moment est-ce que tu as commencé à monter à cheval ? Alors, j'ai rencontré le cheval quand je suis arrivée en France, du coup. Ma famille mes frères et sœurs montaient, ma maman aussi montait avant. Donc du coup, quand je suis arrivée, j'ai direct commencé avec le poney et tout ça. Donc après, j'ai enchaîné sur le cheval, donc avec Lord Carnot. Et donc du coup, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. C'est un peu de famille, en fait. Tout le monde monte dans la famille. Donc moi, j'ai intégré le T'as suivi le chemin. Voilà, c'est ça. Tu vas me dire si t'es OK pour parler de ça, mais bon, j'ai déjà vu que tu en parlais dans des interviews, donc moi je voudrais quand même dans l'idée vraiment parler de toi, donc j'ai envie de te demander ce que ça fait que de grandir dans une famille où on est adopté. Oui. J'imagine que ça t'a beaucoup forgé et que ça t'a aussi modelé dans ton caractère et dans ta façon d'être aujourd'hui. Pas de souci. Il faut dire que j'ai pas pu vraiment connaître ma famille. J'ai connu ma grand-mère qui m'a un peu élevée avant que du coup je parte en France. Et en fait, c'est grâce à ma sœur qui a connu du coup le Burkina, qui a vécu un peu, qui a vu un peu les problèmes qui se passaient là-bas et qui a un peu discuté avec ma maman pour du coup aider les enfants, faire un orphelinat, tout ça. Donc c'est comme ça que ça s'est fait un peu avec mon adoption et ma maman qui gère toujours l'orphelinat là-bas, qui a en tout, je dirais, une trentaine d'enfants, un peu moins peut-être, de la naissance jusqu'à 12 ans peut-être, et du coup pour qu'ils puissent avoir une famille, qu'ils puissent avoir une vie plutôt normale, on va dire. Donc toi, t'es arrivée parmi des enfants adoptés aussi ? Oui, okay. C'est ça. J'ai pas trop connu non plus la vie là-bas. J'avais pas encore 1 an, je dirais, mais à peine. Donc j'ai pas vraiment de souvenirs de là-bas. Bon, après j'y suis retournée parce qu'il y a mon autre sœur qui a été aussi adoptée, qui elle se trouve dans le Var actuellement, par une famille qu'on connaît très bien aussi. Et donc j'ai été là-bas aussi pour aller la chercher avec des amis, avec les parents du coup. Et mais sinon quand j'étais petite, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs. Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus l'accent, on va dire. Mais voilà. Ok. Est-ce que tu penses que ça t'a appris des choses de grandir dans cette famille, de voir aussi ta maman gérer cette association ? Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça, à ta propre situation, mais aussi à ce qui se passe dans le monde finalement pour certains enfants ? C'est vrai que quand on voit ce qui se passe en Afrique avec la guerre et tout, c'est vraiment très compliqué. Là, ma maman peut pas y retourner parce que c'est vraiment très dangereux. Donc c'est sûr que c'est pas facile à gérer à distance. Donc elle a quand même réussi à mettre tout en place pour qu'il y ait avoir des personnes là-bas pour qu'ils puissent gérer les enfants, les emmener à l'école, les nourrir, tout ça. Donc ça va. Mais c'est sûr que c'est vraiment triste à voir parce que ils sont vraiment... on voit des gens qui sont dans la rue, sans famille, sans personne, et
qui ont rien de quoi se nourrir. Enfin, c'est vraiment triste, mais bon, après, on fait tout pour qu'on essaye d'avoir un maximum d'enfants qui puissent être adoptés, qui puissent trouver une nouvelle famille et qui puissent voir autre chose que le fait qu'on puisse aider, en fait, nous. C'est surtout ça, qu'ils puissent voir ça et qu'ils ne pensent pas qu'on les abandonne, en fait. Voilà. Toi, tu es engagée un petit peu, non ? Dans ce chemin-là. J'ai vu une interview où tu disais que tu soutenais des associations aussi, de ton côté, tu essayais de faire en sorte que... Oui, j'aimerais beaucoup en tout cas, parce que moi, je vais pas dire que je l'ai vécu, mais je sais comment ça se passe là-bas et je sais que c'est vraiment très important et qu'il faut pas prendre ça vraiment à la rigolade en fait. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? C'est une question très simple et très difficile, mais quelles sont tes qualités et tes défauts ? Comment est-ce qu'un quelqu'un de proche te décrirait ? Alors même moi, je sais pas. C'est pas facile. C'est pas facile à dire. Je dirais que je suis motivée. Je veux toujours faire de mon mieux. J'aime toujours avoir une bonne relation avec le cheval, c'est très important. Avec mon équipe aussi. Je dirais que je suis battante, j'aime pas perdre du tout, mais je suis pas du tout stressée. Vu qu'avec mon coach Manuel, on s'entend très très bien et c'est comme une famille, donc il me connaît par cœur et vu que je sais qu'avec lui ça se passe très bien, j'ai pas besoin de me mettre autant la pression en fait. Voilà. Mais après, me décrire encore plus, je sais pas. C'est jamais très facile. Non. On parle souvent d'homme de chevaux avec un grand H dans ce podcast. Pour toi, qu'est-ce que c'est que d'être un homme de cheval ? Tu me parlais juste à l'instant de la relation avec tes chevaux. Comment est-ce que tu l'imagines ? Un homme de cheval, je dirais que c'est une personne qui du coup aime les chevaux, qui aime la passion qu'il fait, qui pas qui s'interroge, mais qu'il insiste vraiment dans le travail, qui lâche pas du tout, qui donne confiance à son cheval, même à lui-même, parce que s'il n'y a pas de confiance, le cheval le reçoit et ça peut pas fonctionner. Qui soit là tous les jours, qui caresse son cheval, pas du tout qu'il lui fasse du mal en fait, au contraire qu'il le rassure et qui dise que tout va bien se passer. À quel moment est-ce que toi tu as décidé de faire de ta passion ton métier en fait ? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier qui t'a poussé à te lancer dans cette voie et à te lancer aussi à ton propre compte finalement ? Parce qu'on y reviendra après, mais tu es en train de t'installer en Normandie toute seule. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? Ma maman, ma maman qui me suit beaucoup, même ma famille aussi, avec mon coach Manuel, ils me suivent beaucoup, ils essayent beaucoup que ça fonctionne, même avec le JFE. Ils s'investissent énormément et ça c'est vraiment super parce que c'est pas, il n'y a pas tout le monde qui puisse avoir ça et je trouve ça vraiment très, très généreux. Si je ne me trompe pas, tu poursuivais des études par correspondance ? Oui, Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est ça. Je fais une école de commerce à Schema, exactement. Ouais. Je suis en 2e année. Ok. Pourquoi c'était important pour toi de continuer et de faire ce choix de rester un peu dans le système scolaire finalement ? J'ai toujours voulu continuer quand même un peu, on sait jamais, mais voilà, si un jour, je pense pas que je vais arrêter, mais si un jour j'ai une autre, trajectoire, trajectoire, il faut que j'ai quand même un diplôme, en plus, le diplôme que je fais, c'est international, donc j'ai tous mes cours en anglais. Donc déjà ça m'aide aussi pour ici, c'est un petit plus, mais c'est un plus qui fait que on peut travailler un peu partout dans le monde. Il y a des choses que tu apprends à l'école dont tu te resserres vraiment dans ta vie pro à la fin de gestionnaire d'écurie parce que oui, tout à fait. Le commerce, la gestion d'écurie, même du personnel aussi, ça aide beaucoup. Et ma famille ont des magasins, Monsieur Bricolage et Monoprix, donc du coup ça aussi ça fait que le commerce il est dedans, donc oui c'est sûr que ça aide.
Est-ce que tu pourrais nous parler de ta collaboration avec le GFE ? Oui. Comment est-ce qu'elle s'est mise en place dans un premier temps ? Comment est-ce que ça s'est mis en place ? Tout d'abord parce que après que j'ai terminé, on va dire, avec au galop, du coup je cherchais un cheval pour faire les juniors, pour commencer les juniors, et c'est de là que Alexandrine Eckart nous a donné le contact de Arnaud Evin, et donc on l'a contacté, et c'est comme ça que ça s'est fait du coup au début avec Consul, et petit à petit avec Up to You, Gilbert, Excalibur. Voilà. Tu peux nous dire comment ça fonctionne encore aujourd'hui, quelles sont les conditions de votre collaboration, et puis comment est-ce que tu en es aussi arrivé à récupérer Excalibur notamment ? Oui. Alors aujourd'hui, Excalibur, maintenant il est arrêté, oui. Donc maintenant il fait la monte, donc pour lui le sport est terminé, mais Arnaud continue toujours à m'aider, à nous aider à rechercher un cheval qui puisse du coup prendre la relève. C'est pas simple, ouais. C'est pas simple, mais j'espère on va la trouver. Gilbert, il a eu des petits soucis de santé, donc on espère, là il reprend tranquillement le travail, donc on espère qu'il va pouvoir reprendre la compétition rapidement. Consul et Up, ils sont à la retraite, donc voilà, Arnaud essaye vraiment de nous aider à trouver un cheval pour prendre la relève, mais c'est pas simple. Alors Excalibur, ça s'est fait parce que du coup, vu que Gilbert à ce moment-là il était arrêté, donc là, pour faire vraiment les 1m50, j'avais pas vraiment de chevaux, j'ai plus des jeunes chevaux. Après j'ai un entier Cascos, mais qui appartient pas du tout au GFE, qui lui petit à petit, on espère qu'il prend la relève. Qui est un chouette cheval. Voilà, mais on prend le temps. Mais du coup, Arnaud nous a conseillé au début. Il était pas, ils ont dû beaucoup discuter avec tous les associés du GFE. Et c'est en fait l'hiver dernier du coup 2022 que Arnaud nous a donc proposé Excalibur. Donc à ce moment-là, j'avais mon épaule, j'étais arrêtée à cause de mon épaule. Donc du coup, j'étais allée le voir une première fois chez Pénélope, parce qu'après elle partait faire une tournée. Donc du coup, au moins j'avais vu Pénélope, elle m'a parlé un peu du cheval et tout, comment il était. Et ensuite, je suis retournée, je dirais un mois après, à peu près, pour du coup faire l'essai. Pénélope n'était pas là, donc j'étais avec mon coach, ma maman et Arnaud. Et ça s'est très bien passé, donc c'est comme ça qu'après, petit à petit, on a récupéré le cheval. Pour du coup faire ma dernière année de jeune cavalière. Ce que tu as fait. Voilà, avec les championnats d'Europe. Au mois d'avril 2021, la Fédération française d'équitation, par la voix de son sélectionneur Olivier Bost, adressait un portrait de toi dans une interview où il disait Ramatou Ouédraogo, talent précoce. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment est-ce que tu vois ta place aujourd'hui dans le milieu et puis dans une équipe de France jeune ? Aujourd'hui, donc là je viens de terminer ma dernière année de Jeune Cav, donc maintenant j'intègre du coup les seniors. Je dis que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que ça peut pas se faire du jour au lendemain, donc faut vraiment prendre le temps avec les jeunes chevaux, avec un peu de tout, apprendre à vraiment monter à haut niveau. Après, je me dis que petit à petit, maintenant que je suis plus indépendante, que je commence à être indépendante en Normandie, ça commence à apprendre aussi que le fait d'être plus sûr de soi, de travailler plus toute seule, ça nous fait apprendre beaucoup. Mais après, mon coach Manuel, il suit quand même. Là, par exemple, j'envoie mes parcours, on fait le débriefing, tout ça. Donc ça se perd pas du tout. Mais c'est sûr que pour moi, je dirais que j'ai encore un peu à apprendre quand même. Je sais peut-être, je saurais pas dire les Jeux Olympiques, mais voilà, pas 2024, ça c'est sûr. Mais après, ça reste vraiment dans un coin de ma tête. Mais j'ai encore des choses à apprendre et à prendre beaucoup d'expérience avec n'importe quel cheval.
Tu nous parlais de ton système et de la Normandie. Oui. Tu étais jusqu'à présent à côté de Nice. Voilà. Et là, tu migres donc en Normandie. Tu as choisi de transférer tes activités là-bas. Comment est-ce que les choses se sont faites? Pourquoi la Normandie? Puis, voilà, quels sont les projets? Là, pour l'instant, je continue un peu à avoir quelques chevaux chez Manuel Henry, mon coach. Parce que là, par exemple... quand il y a des chevaux qui ont besoin d'avoir un travail plus régulier, on va dire, c'est mieux s'ils sont avec mon coach tout le temps. Mais ensuite, les autres, par exemple, plus les jeunes chevaux, ils sont en Normandie avec les cavalières que j'ai. Mais ça s'est fait que, en fait, ma maman a voulu acheter une propriété en Normandie. Et c'est comme ça que ça s'est fait un peu. Et c'est aussi pour but que moi, je m'y installe après. On a aussi une autre écurie dans le Var, dans le sud. Et là, il y a ma sœur qui a ses chevaux actuellement. Il y a aussi les chevaux retraités là-bas. Et du coup, la Normandie... Donc ma maman a voulu acheter une écurie pour que je m'y installe. Et au début, j'avais pas peur, mais... le fait de pas de mettre dans le vide comme ça, mais d'être un peu à distance de mon coach, on va dire, ça m'a fait un peu bizarre, mais après, tu prends le rythme, donc petit à petit, on s'y habitue. Et là, on a bien réussi à trouver une bonne organisation par rapport au concours. Mon coach, il vient en Normandie. Là, il est monté en Normandie pour travailler les jeunes chevaux avec les cavaliers. Enfin, il y a un programme qui est assez suivi, donc là-dessus, j'ai aucune peur. Est-ce que justement tu peux nous parler de tes équipes qui gravitent autour de toi? Oui. Alors déjà des personnes qui sont dans tes écuries du coup et qui gèrent, et aussi nous dire est-ce que tu as d'autres propriétaires en fait, quel est le système qui est mis en place autour de toi? Dans l'écurie, c'est spécialement que pour nous, j'ai juste un ami d'enfance qui a mis quelques chevaux, mais c'est surtout une écurie pour que moi ça me forme plus pour plus tard. Ensuite en Normandie, donc j'ai actuellement 2 cavalières de jeunes chevaux qui prépare, qui fait un peu de tout quoi. Et ensuite j'ai une autre personne qui gère du coup l'élevage. Après avec moi j'ai ma groom maison concours Laetitia qui elle du coup qui me suit partout. Bon là elle est restée là-bas dans le sud avec mon coach du coup pour gérer les chevaux avec mon coach, mais voilà c'est elle qui me suit vraiment de partout de A à Z, qui gère un peu l'organisation des chevaux, par exemple des trucs un peu bêtes mais les vétérinaires, le maréchal, enfin c'est elle qui gère vraiment tout de A à Z. Après voilà il y a ma maman aussi qui, même si avec les magasins, l'orphelinat, tout ça, c'est compliqué. Elle suit quand même aussi entre la Normandie, le sud, parce que les bureaux sont basés dans le sud. D'accord. Et elle me suit en concours aussi. Et après, voilà, Manuel qui, lui, tout le temps, on est tout le temps ensemble. Donc, voilà, il n'y a pas de mystère. Je crois savoir que tu essayes de développer un peu d'élevage. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien, qui t'intéresse? Moi, perso, je suis pas vraiment dans le truc. C'est plus ma maman qui gère ça avec, du coup, Arnaud. Okay. Avec aussi Yannick Fardin aussi. Jean, le monsieur qu'on vient de voir aussi, qui travaille au Van Fence. Enfin, moi, vraiment là-dessus, je m'y oppose pas trop. Bon, après, voilà, par exemple, à Fontainebleau, quand il y a les ventes qui se passent, là, pour le coup, oui, je regarde parce que c'est bien de voir la jeune production pour voir les papiers, aussi s'il y a des papiers d'Up to You, Consul, Gilbert, Excalibur, pour voir comment ils sont. Parce que Gilbert, pour l'instant, on n'en a pas encore beaucoup vu. Parce qu'il y en a qui commencent à naître et j'aimerais vraiment voir comment il produit, s'il produit avec du sang, des critères comme ça pour pouvoir par la suite mettre sur nos pouliches qu'on a à la maison.
On va rentrer un peu dans le vif du sujet et du présent aussi. Donc, on est ici à Wellington. Oui. C'est un endroit magique, honnêtement. Non, mais c'est vrai. Oui. Moi, c'est la 3e fois que je viens. Je suis toujours très contente d'être là. Je trouve que c'est un endroit incroyable, à la fois impressionnant, mais aussi inspirant pour nous, Européens. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu es là ? Comment t'es venue ? Parce qu'en plus, contrairement à d'autres cavalières françaises qu'on a vues là cette saison, t'es pas à Wellington de base. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ces 2 mois que tu vis ici aux États-Unis ? Alors, je suis du coup aux États-Unis parce que on a beaucoup parlé avec mon entourage pour que je puisse monter un peu ailleurs pour voir comment ça se passe niveau expérience, tout ça. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est fait un peu, parce que grâce à des cavaliers qu'on connaît, dont Tony Cadet, qui était du coup l'ancien cavalier de consul, qui nous a conseillé du coup les propriétaires Jenny et Mike, chez qui je suis actuellement, qui ont une écurie à Naples. Donc j'ai à peu près un piquet de 5 chevaux. Là, actuellement, au concours, j'ai 3 chevaux. Mais enfin voilà, je gère aussi avec la cavalière qu'ils ont... cavalière qui fait un peu de concours et de la maison. Et après, on planifie un peu les concours, ce qu'on peut faire. Et par rapport aux chevaux, ce qu'ils peuvent faire aussi comme épreuve et tout. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que franchement, je savais vraiment pas dans quoi j'allais me mettre. Au début, j'étais contente de venir ici, mais c'est vraiment un vrai pas en avant. Parce que, voilà, comme je dis, j'ai toujours été avec mon coach et là, vraiment, c'est le grand bain. Donc, c'est sûr que ça fait un peu bizarre. Mais après, quand je suis arrivée à Naples, Jenny et Mike, ils sont vraiment super. C'est vraiment des incroyables personnes. Ils nous suivent tout le temps en concours. Ils adorent leurs chevaux. Ils veulent tout faire pour que tout se passe bien. Ils veulent vraiment que tout fonctionne à merveille. Est-ce que tu peux nous dire un peu les différences que tu as pu identifier entre le système européen et ici aux États-Unis ? Est-ce que tu regardes un peu ce qui se fait sur les autres carrières ? Oui. Il y a des trucs, ça m'a fait bizarre au début, mais voilà. Comme quoi, notamment Comme quoi, par exemple, quand on est au paddock, on peut sauter dans les 2 sens. Oui. Ça... il faut attendre que la personne... On peut pas prendre l'obstacle, il faut attendre que la personne, du coup, termine. Après, on réserve l'obstacle. Qu'est-ce que j'ai pu voir aussi ? Après, c'est sûr que c'est grand, c'est très, très grand. On arrive là-dedans, c'est immense. Moi, je suis arrivée, je savais même pas la carrière où c'était, dans quelle carrière je courais. Faut vraiment avoir les bons repères. J'ai la chance de Jenny et Mike et Jean qui, eux, ils viennent tous les ans ici, donc ils connaissent par cœur, donc ils m'ont beaucoup aidé. Mais sinon, c'est vraiment américain. Il y a tout en grand. Les écuries, c'est incroyable. C'est des écuries vraiment très, très jolies. Les maisons, on parle même pas non plus. Tout va avec, donc c'est vraiment chouette. Et au moins, on puisse voir autre chose. On puisse découvrir comment fonctionnent les autres cavaliers, même n'importe que ce soit du coup des cavaliers de 5 étoiles. C'est aussi l'avantage de pouvoir courir avec des cavaliers de 5 étoiles. Mais on peut voir aussi comment les organisations, comment ça se passe, comment ils font. Ça apprend beaucoup de choses. T'es allé regarder un peu le Hunter, les Equitation Du coup, la carrière où j'étais beaucoup, là, que j'ai couru le plus, il y a la carrière d'Hunter qui est juste derrière, donc j'ai pu voir un peu. Et là où j'étais à Terra Nova aussi, il y avait le Hunter. Donc, et on avait une élève, ma cavalière avait une élève, la cavalière du coup de Jenny et Mike avait une cavalière qui faisait du Hunter, donc du coup on allait la voir, mais le Hunter, j'avais un peu du mal à comprendre. Parce que faut que le cheval soit bien aligné, faut bien qu'il change de pied, faut bien faut bien faire le bon contrat de foulée. Il y a vraiment des critères à respecter et c'est vraiment pas simple. Je me dis que des fois l'obstacle c'est presque plus simple à faire que le Hunter. C'est sûr que c'est pas simple. Par contre, nous, ce qu'on a quand même beaucoup constaté, je sais pas aussi si tu as regardé les épreuves des High Amateurs. Non, j'ai pas vu. Mais c'est vrai que là, on a donc les épreuves des High Amateurs. C'est des amateurs, en fait, tout simplement, mais qui sautent des bons Grands Prix 2 étoiles, honnêtement. Comme on peut en voir quelques-uns chez nous, mais
la plupart quand même des cavaliers qui sautent des 2 étoiles sont des professionnels à 70%. Là ici c'est pas le cas et surtout je sais pas ce que tu en penses ou tu regarderas, mais je trouve que les cavaliers américains montent très bien. Oui, ils ont une très belle position. Ouais. Enfin, c'est très les mains comme ça bouge pas, fixe dans les jambes. La position à l'obstacle, c'est vraiment... Enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose... c'est vraiment comme Maclean Ward, en fait. Ouais. C'est vraiment comme ça. Et franchement, je ne vais pas dire que ça aide beaucoup. Si, au contraire. Par exemple, pour des cavaliers qui veulent apprendre, c'est bien parce qu'après, ils peuvent... Enfin, les cavaliers 5 étoiles sont accessibles. Enfin, ils disent pas non pour qu'on vienne leur parler. Au contraire, ils aiment bien qu'on leur pose des questions, donc c'est sûr que pour ceux qui veulent venir apprendre, c'est vraiment l'endroit parfait. Je vais te parler aussi d'une expérience perso que j'ai vécue là il y a 2-3 jours. On s'occupe de la communication et de l'image d'une cavalière franco-mexicaine qui est installée à Ocala. Okay. Qui s'appelle Maya Denis et qui donc m'a invitée chez eux à Ocala ce début de semaine. Et j'ai découvert, j'en reste un peu surprise et étonnée, très admirative. Elle a ton âge, elle a 21 ans, Maya, et elle a une idée de son système, enfin de comment elle veut voir vivre ses chevaux qui est très définie en fait. C'est tous les chevaux vivent dehors. Ils vivent dehors toute la journée, ils rentrent la nuit. Son cheval de tête qui fait du 3-4 étoiles vit dans toute la propriété, il se balade toute la journée et tout. Et ça c'est très 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 important. Ah mais je crois que j'ai vu ta story, ouais, je vois. Ça c'est très important pour elle. Elle était là la semaine dernière. Elle était là, exactement. Ouais. C'est très important pour elle. Et en fait je me demandais si toi t'avais, voilà, vu que t'as son âge, c'est pas une comparaison. C'est vraiment juste pour parler de tout ça, en fait, pour débattre. Si tu avais une idée un peu définie de comment est-ce que tu voyais tes chevaux vivre dans ton écurie, est-ce que tu as une idée un peu précise du système que tu as envie de mettre en place dans les années à venir, en fait ? Je te pose pas cette question de manière anodine. C'est aussi à l'heure où le bien-être animal est vraiment un vrai sujet aujourd'hui et peut remettre en cause notre pratique de l'équitation, clairement. Oui. Bah moi, j'aimerais beaucoup... là, du coup, on construit par exemple un marcheur pour qu'on puisse, pour que les chevaux puissent, marcher. Mais voilà, enfin, j'aimerais bien, par exemple, la piste de galop. Ça, c'est aussi, les chevaux se sentent vraiment à l'aise là-dessus. Ça permet de lâcher un peu, par exemple, les courbatures après un concours, de se vider un peu la tête, de penser à autre chose. Après, le fait de la liberté dans l'écurie, ça, avec les étalons, c'est un peu compliqué. C'est un bon système. Ça permet au cheval de pas être enfermé tout le temps, que ce soit dans un paddock ou dans un box. Ça, c'est sûr que c'est un bon système. Mais après, il y en a d'autres où ça convient moins. Il y a des chevaux, par exemple... ils aiment pas être dehors, ils aiment pas être au paddock. Par exemple, Consul, au bout d'une heure, il a la porte à gratter, à unir, voilà. Ou il y en a, ils supportent pas le box pendant un certain temps. Mais le fait du coup d'avoir un manège en Normandie, c'est qu'on puisse du coup les mettre en liberté dans le manège. Bon, même si il y a pas d'herbe, mais qu'ils se défoulent un peu, qui comme j'ai dit, comme la piste de galop, qui pense à autre chose. Qui s'exprime. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu t'inspires aussi d'autres jeunes cavaliers qui t'entourent, français ou européens ou même américains ? Est-ce que tu regardes un peu ce qu'ils font et est-ce qu'il y a des cavaliers justement qui t'inspirent dans leur modèle ? Du coup, je suis, comme on est un groupe, un assez grand groupe de jeunes cavaliers, du coup, je suis toujours, par exemple, Jeanne Sadran, qui elle maintenant est senior aussi, Ilona Mesadri, Jules Orsolini. On suit quand même, on reste assez groupés, on se suit quand même dans les réseaux, donc comme ça, je sais ce qu'ils font, je veux dire, de manière générale, avec le stage fédéral aussi, qui continue à avoir un système assez carré, on va dire, pour préparer les échéances des CSIO qui vont arriver, les championnats d'Europe cette année aussi. Après, je suis aussi les grands cavaliers de 5 étoiles.
Je dirais que le cavalier que j'aime bien, j'aime bien Pénélope, mais après j'ai d'autres cavaliers aussi, par exemple Marco Senning qui lui, c'est un maestro. Mais voilà, après il y a d'autres cavaliers comme ici, Maclean Ward, Kane Farrington, il y a plein de cavaliers, mais après oui, il faut dire que chacun a son petit plus qui fait que tu l'admires le plus en fait. Justement, tu as parlé de CSIO, de stages fédéraux, etc. Tu as porté la veste bleue à plusieurs reprises maintenant. Est-ce que être en équipe de France, en championnat, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu penses que tu es une cavalière d'équipe? Est-ce que tu aimes ça? Moi, j'aime beaucoup ça, oui. C'est vrai que les années jeune cave, junior et children, ça m'a énormément apporté. Avoir du coup l'esprit d'équipe avec Olivier Bost et tout son staff fédéral. Aussi l'esprit avec les autres cavaliers, qu'on reste groupé, par exemple les championnats d'Europe, qu'on s'aide entre nous. Ça aussi c'est vraiment important parce que si t'as pas une équipe soudée, ça peut pas fonctionner. Donc non, c'est sûr que porter la veste bleue, avec le col rouge du coup, ça a été vraiment un honneur pour moi, et que je suis maintenant senior, ça veut pas dire que je vais pas arrêter ça veut dire que je vais quand même continuer à me battre pour essayer d'avoir des sélections, par exemple aux 3 étoiles ou voilà comme ça. Mais c'est sûr que oui, les championnats d'Europe, les CSIO, l'effet de la gagne, le fait de... Certes, il y a des échecs, il y a aussi des victoires, voilà. Mais ça permet de voir vraiment l'esprit de chacun, en fait. Comment ils réagissent tous. Si on a une victoire, si on a une 2e place, une 3e place, ça permet de voir vraiment comment ils réagissent tous et d'apprendre pour la prochaine fois. Mais c'est vraiment... Moi, ça a été vraiment de belles années. Après, mes derniers championnats d'Europe ne sont pas non plus déroulés comme je le souhaitais, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport, on ne peut pas non plus être bon à chaque fois. Mais j'en garde quand même un très bon souvenir et une bonne prise d'expérience. Alors justement, je pensais pas du tout parler de ça, mais en plus tu m'as dit que tu avais écouté la table ronde qu'on a fait avec Rita sur la gestion de l'échec. Comment est-ce que tu as vécu ce moment-là où les championnats d'Europe ne se sont pas forcément passés comme tu aurais aimé? Quelles leçons est-ce que tu en as tirées? Comment tu as réagi dans les moments d'échec? Comment est-ce que tu les vis, tout simplement? Faut dire que j'avais plutôt bien commencé. Après... les épreuves étaient de plus en plus compliquées, donc après, il y avait quand même un peu de pression. Fallait vraiment bien réussir. C'est sûr que j'étais quand même un peu triste parce que c'était vraiment mon dernier championnat d'Europe jeune cavalier. Je voulais vraiment espérer réussir, mais ça s'est pas non plus bien. Ça s'est pas non plus bien fini, mais je vais pas non plus me dire qu'il faut toujours que je reste sur un échec. C'est comme ça, c'est dur à apprendre, mais faut dire qu'il y en aura d'autres des échecs et que celui-là c'était pas non plus fallait pas non plus que je me loupe, mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. Tout ce qu'on fait, on apprend à la maison pour pouvoir revenir meilleur après. Donc et c'est comme ça qu'après les résultats puissent arriver et que on espère d'autres sélections. Mais c'est sûr que ça met un coup de mou aussi vis-à-vis de l'équipe, parce que on compte sur toi pour que ce soit que tu fasses un point ou sans faute. On compte vraiment sur toi pour espérer avoir un bon classement ou avoir une médaille. Mais on peut pas être bon à tout moment, et c'est sûr que c'est un échec, mais on revient plus fort. Tu bénéficies du soutien de Dada Sport depuis quelques années maintenant, quand même. Est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que ça t'aide et ça te permet aussi de vivre ton sport d'une meilleure façon, peut-être? Dada Sport, c'est vraiment une équipe super. Les filles sont vraiment super, je les adore.
Leur boutique à Paris, c'est vraiment top. Après, voilà, elle m'équipe vraiment de A à Z. Franchement, elle m'équipe voire un peu trop, je dirais. Mais moi, j'adore ça. Elle me suit partout sur les réseaux. Dès que, par exemple, il me manque un habit, voilà, elle me l'envoie direct. Enfin, c'est vraiment une équipe qui veut vraiment t'aider pour que tu sois vraiment dans le confort optimal, que ce soit pour le cavalier ou le cheval aussi. Elles essayent vraiment de s'instruire dans de nouvelles pièces de plus en plus qualité. Par exemple, les gilets airbags aussi, les vestes qui vont avec le gilet, que moi je porte actuellement, les t-shirts d'été, les t-shirts d'hiver, elles font vraiment par rapport à ce qu'il faut pour le cavalier pour qu'il soit vraiment à l'aise là-dessus. Et moi j'adore ça parce qu'elles font vraiment tout le nécessaire. Pendant toute l'année, elles ont un stand à Equitalion. Elles s'investissent vraiment énormément pour que toutes les filles et garçons, garçons oui, soient au top du top et que, bien sûr, que du coup les performances suivent. Voilà. On pose souvent quelques petites questions de fin à la fin des interviews. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un cheval un cheval du circuit actuel que tu rêverais de monter? Du coup, le cheval, avant, c'était Excalibur. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, celui qui vient de faire Kuba, celui de Richard Vogel, il est vraiment extraordinaire. King Edward, de Henrik van Inkerman. Non, je pense que King Edward, c'est vraiment le cheval que j'admire le plus. Il est vraiment chouette. C'est l'un des meilleurs chevaux. Oui, il est pas numéro 1 pour rien et pas champion du monde pour rien. Est-ce qu'il y a un concours que tu rêverais de faire particulièrement? Je dirais Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle. Ouais. Ça a l'air vraiment incroyable ce concours. Ouais. Une ambiance de dingue et la piste, elle est incroyable, plus que immense. Alors ça, c'est une question difficile parce que je sais que tu n'as pas forcément suivi tous les épisodes, mais est-ce qu'il y a une personne que tu admires, qui t'inspire, ou même de ton entourage, qu'on devrait interviewer dans le podcast? Dans le prochain podcast? Ouais, oui, dans un des prochains podcasts. Que j'aimerais du coup entendre parler. Vous avez fait déjà Nina ou pas? Non, on l'a fait l'année dernière. Ah oui. Tu iras l'écouter, Ramatou. Voilà. Je sais pas, moi. Non, écoute, tu réfléchiras, tu me feras un petit message. Peut-être, vous avez fait Henrik van Inkerman? On l'a fait aussi. Oh là là, mais c'est pas possible. Voilà, vous l'avez pas fait aussi. Mais avec Eden? Non, pas avec Eden. Tiens, voilà, Eden. Bon, merci beaucoup, Ramatou. Merci à toi. Je te laisse vaquer de nouveau à tes occupations et puis je te souhaite une très bonne fin de saison à Wellington. Merci.